Que notre objectif ce soit la santé, ou que ce soit de se remettre en forme, d'avoir une meilleure condition physique, ou simplement d'être plus épanoui dans la vie, la fatigue chronique peut nous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est un sujet que je connais bien, puisque c'est quelque chose que j'ai vécu pendant la majorité de ma vie, et ça peut vraiment réduire la qualité de vie. Donc l'objectif de cette vidéo n'est pas de proposer la solution exhaustive, néanmoins je suis quelqu'un de pragmatique, et je crois en le fait que plus on a de cordes à notre arc, plus on a de chances de succès. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement en faisant appel à la nutrition, l'alimentation, qu'on va résoudre tous nos problèmes. Et donc de la même façon, vous allez voir que les choses dont je vais vous parler aujourd'hui sont vraiment diverses. J'aimerais dans un premier temps parler de la psychologie derrière les soucis chroniques. Par définition, quand on a quelque chose de chronique, comme la fatigue chronique, c'est quelque chose qu'on a vécu depuis longtemps. Et la façon dont le cerveau fonctionne, c'est qu'il utilise les anecdotes du passé pour tenter d'anticiper l'avenir. Et le problème dans tout ça, parce que c'est un mécanisme qui est tout à fait naturel, qui nous a permis de survivre jusqu'à maintenant, mais ça a aussi ses défauts. Et dans cette situation-là, le défaut, c'est que on a tendance à anticiper le fait qu'on va être à nouveau fatigué demain, ce qui est probable, mais néanmoins, cette anticipation crée un état psychologique et émotionnel qui n'est pas propice à la guérison. Pour illustrer ce que je veux dire par là, on peut se demander comment est-ce que je me sentirais si je savais que demain, je serais peut-être 30% moins fatigué. Et dans une semaine, je suis 70% moins fatigué. Et dans 10 jours, je ne suis plus fatigué du tout. Comment est-ce que je me sentirais? Qu'est-ce que je ferais de différent au quotidien? Si je fais l'exercice sérieusement, je me rends compte que ça impacte immédiatement mon état psychologique. Et paradoxalement, cet état psychologique qu'on peut appeler optimiste est potentiellement le précurseur pour que cette fatigue chronique disparaisse. C'est le même principe derrière la loi de l'attraction, ce qu'on appelle la manifestation, c'est-à-dire vivre aujourd'hui comme si on avait déjà ce qu'on voulait. Donc comment est-ce que je me sentirais, comment est-ce que je penserais, comment est-ce que j'agirais si je n'avais plus cette fatigue chronique? Bien entendu, je ne veux pas faire quelque chose d'excessif, un effort surhumain, ce n'est pas le but, il faut faire preuve de bon sens, mais au moins cultiver un état interne qui est positif, qui est propice donc à cette guérison. Car de toute façon, rien n'est certain. Que demain ça change ou non, ce qui est certain, c'est que je peux influencer mon état psycho-émotionnel aujourd'hui, dans le présent, donc autant faire ce que je peux. Et personnellement, quand je fais face à des problèmes chroniques comme ça, j'aime bien garder à l'esprit que d'une part, mon corps fait toujours de son mieux, c'est-à-dire que ce n'est pas un dysfonctionnement du corps, c'est juste une opportunité, les symptômes sont une opportunité d'en apprendre plus sur moi et comment mieux vivre. Si je n'avais jamais eu de fatigue chronique par le passé, je n'aurais jamais cherché de solution et je serais sur une voie complètement différente dans ma vie. Et le dernier point que j'aimerais aborder dans cette partie, c'est dans l'utilisation de notre langage. C'est-à-dire que si on dit qu'on est tout le temps fatigué aux autres quand on en parle, c'est comme si on se jetait un sort. Donc il est important de réaliser que on n'est pas tout le temps fatigué, c'est pas quelque chose de fondamentalement vrai. On a peut-être été beaucoup fatigué par le passé, mais tout le temps fatigué, ce n'est pas une réalité absolue. Par contre, ce qu'on peut dire et qui ouvre la porte à donc cette possibilité d'aller mieux dès demain, c'est de dire je suis fatigué pour le moment. Donc pour l'instant, effectivement, c'est ce que je ressens. Ça donc tout en restant ouvert à la possibilité que les choses s'améliorent prochainement. Une raison pour laquelle on a tendance à être souvent fatigué, c'est que notre cerveau est en vigilance permanente. C'est-à-dire qu'on a des pensées qui vont à 100 à l'heure parce qu'on a potentiellement un besoin de contrôler les choses, d'optimiser, je ne sais pas, la routine en permanence ou d'anticiper ce qui va se passer. Et souvent, ces phénomènes viennent du sentiment qu'on ne se sent pas en sécurité ou qu'on doit toujours en permanence faire mieux parce que fondamentalement, on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez ou qu'on n'est jamais assez bien, ou bien tout simplement une crainte qu'on va manquer de quelque chose. Quelle que soit la raison sous-jacente, ça mène notre cerveau à être hyperactif, en fait, et ça nous draine de notre énergie. Donc ça vient absolument de nos expériences passées, parce qu'un bébé ne naît pas comme ça vient de la façon dont on a été éduqué, de nos expériences à l'école, en société, etc. Ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est quelque chose qui peut se travailler et qui peut certainement s'améliorer. Dans les grandes lignes, ce qu'on veut faire, c'est excaver l'émotion sous-jacente. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache sous cette vigilance permanente?
Et pour avoir un petit peu une idée de ce que c'est, parce que ce n'est pas forcément évident de s'en rendre compte, c'est qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de tout anticiper, si j'arrêtais de vouloir tout contrôler, si j'arrêtais de me préoccuper de ce que pensent les autres. Avec un petit peu d'introspection, on se rend compte que c'est une peur qui est là-dessous. Peut-être que c'est la peur d'être abandonné, la peur du rejet, la peur d'être pas important, des choses comme ça. Et donc, quand on met le doigt sur l'émotion sous-jacente, c'est vraiment notre opportunité. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est la théorie. Quand on découvre quelle est l'émotion qui est sous-jacente, qui est derrière cette stimulation, cette vigilance mentale permanente, c'est une opportunité de la ressentir pleinement et de ne plus la fuir. Parce que les problèmes surgissent quand on n'est pas capable de ressentir nos émotions. L'esprit, nos pensées, c'est un petit peu la soupape de sécurité. Si vous pensez à une cocotte minute avec la pression qui monte, il y a une soupape de sécurité qui vient relâcher de l'air. C'est un petit peu ce qui se passe avec nos pensées. C'est-à-dire quand on n'est pas capable de ressentir nos émotions et qu'on essaye de les combattre, il y a la pression qui monte et cette pression, ce sont nos pensées qui essayent de la relâcher. Et ce qu'il faut savoir avec les émotions, c'est que quand on les résiste, elles persistent. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on nous apprend, donc la plupart des gens passent leur vie à éviter les émotions difficiles. Mais ce qu'il faut réaliser, et c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup de sens, c'est presque comique, bien que je dis ça avec compassion, c'est que, en fait, on a le choix entre ressentir une émotion difficile, ce qui peut prendre 90 secondes et ensuite c'est fini, ou alors on passe une vie entière à essayer de mettre cette émotion sous le tapis et avoir ce climat anxiogène à l'esprit en permanence. Donc c'est comme si on faisait le choix entre la souffrance à long terme ou la souffrance à court terme. Là où on veut en arriver idéalement, c'est de se dire « Ok, j'ai peur d'être rejeté, disons. Eh bien, est-ce que je peux être avec cette peur? Et est-ce que si j'ai le sentiment d'être rejeté, ce qui est une question de perception, de perspective, est-ce que si j'ai le sentiment d'être rejeté, je peux gérer ça? Parce qu'à partir du moment où j'ai confiance en ma capacité à gérer cette situation de rejet, alors je n'ai plus besoin de passer la majorité de mon temps éveillé, et potentiellement même la nuit, à tenter d'éviter ce rejet. Ce qui, et c'est là que c'est vicieux, ce qui n'est basé que sur des spéculations et qui n'a pas forcément lieu d'être. Tout ça pour dire, cette vigilance mentale, cette un petit peu suractivité cérébrale est en fait un symptôme. C'est le symptôme de notre incapacité à ressentir des émotions difficiles. Et donc, pour éviter que ça nous draine à longueur de journée, voire même la nuit, on veut apprendre à gérer ses émotions. Gérer les émotions, ça ne veut pas dire les mettre sous le tapis, ça veut dire être capable d'être avec l'émotion, de dire ah, est-ce que je peux gérer? Oui. Parce que fondamentalement, une émotion, c'est uniquement une sensation. C'est tout. Le problème, c'est quand on résiste les émotions, car comme je l'ai dit avant, ce que je résiste, ça persiste. Donc on veut apprendre à gérer ses émotions et surtout à se dire, et si ça se passait réellement, est-ce que j'aurais les capacités pour gérer? Certainement, oui. Je ne dis pas que c'est pas douloureux, mais est-ce que je peux gérer la douleur comme un adulte? Et ensuite, c'est se dire, en fait, mon cerveau, il fait que spéculer et il anticipe le pire scénario possible. Donc, et si, au contraire, peut-être, et si j'anticipais le meilleur? Donc, bien évidemment, je vous donne quelques pistes. C'est un sujet qui est extrêmement vaste, mais je souhaitais en parler parce que beaucoup de personnes, je l'observe, sont en combat permanent avec la vie et le futur qui est dans leur tête, dans leur imagination. Donc ces outils-là, il faut savoir que ça se pratique. Ce ne sont pas des choses qui se font instantanément, mais une fois qu'on a conscience du mécanisme derrière tout ça, on peut travailler dessus. Quand on fait face à la fatigue chronique, c'est un petit peu comme si tout était un peu gris, un peu terne. Et idéalement, vous allez voir où je vais en venir, on aimerait voir la lumière au bout du tunnel. Et je dis ça aussi bien figurativement que littéralement. Donc pour ça, il est vraiment essentiel de s'exposer au soleil. Idéalement donc sans lunettes, que ce soit des lunettes de vue, des lunettes de soleil ou même des lentilles de contact. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil, quand elle peut rentrer dans les yeux sans obstacle, permet de réguler énormément de choses dans le corps et en particulier notre humeur, donc c'est un effet antidépresseur. Ça permet aussi de réguler la dopamine, donc de retrouver un petit peu le plaisir dans les petites choses, de retrouver ce sentiment de motivation, d'avoir envie de poursuivre nos objectifs.
Ça permet aussi d'équilibrer la relation cortisol et mélatonine, donc pour mieux dormir la nuit et avoir plus d'énergie en journée. Ça permet de réguler les hormones thyroïdiennes pour un petit peu booster ce métabolisme et pas avoir le sentiment de léthargie permanente. Et ça permet aussi d'équilibrer les hormones sexuelles, donc testostérone, œstrogène, progestérone. Et aussi important que s'exposer au soleil en journée, c'est d'avoir l'opportunité d'être dans l'obscurité la nuit pour que les fonctions réparatrices du corps puissent faire effet. Parce que la lumière bleue en particulier, donc qui provient de nos écrans, de la plupart des ampoules LED, cette lumière bleue empêche le corps de sécréter suffisamment de mélatonine, qui est l'hormone qui va vraiment permettre de rajeunir le corps, de réparer le corps et de lui redonner un petit coup de neuf. Si possible, si notre environnement le permet ou la saison le permet, passer du temps pieds nus sur une surface naturelle, comme de l'herbe ou du sable, va permettre de calmer le système nerveux, va permettre d'améliorer le sommeil et de réduire l'inflammation. Pourquoi? Parce que quand on est pieds nus sur une surface naturelle, on peut absorber à travers la voûte plantaire les électrons, les ions négatifs qui sont sur la surface de la Terre, et tout ça, ça a plein de bienfaits. Maintenant, parlons alimentation. Bien évidemment, si je souffre de fatigue chronique, c'est que pour une raison ou pour une autre, mon corps n'arrive pas à produire suffisamment d'énergie. Et il se trouve que la source d'énergie principale pour les humains, c'est la nourriture. Donc il y a certainement un souci au niveau alimentaire. La question est-ce que c'est quelque chose qui me manque dans mon assiette, donc est-ce que c'est une carence potentielle, ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai du mal à assimiler, donc un problème plus digestif. Très souvent, c'est une combinaison des deux. La difficulté dans certains cas, c'est que ça peut créer un cercle vicieux. C'est-à-dire que si je n'absorbe pas ce que je mange, parce que j'ai potentiellement un manque de sécrétion gastrique ou de sécrétion enzymatique, peu importe, si je n'absorbe pas ce que je mange, je vais développer, voire perpétuer, voire aggraver mes carences alimentaires. Et à leur tour, ces carences alimentaires vont réduire encore plus ces sécrétions gastriques ou enzymatiques. Et donc je vais digérer encore moins, ce qui crée donc un cercle vicieux. Donc comment on s'en sort? Que ce soit votre cas ou non, il est toujours utile de revenir aux bases. Qu'est-ce que c'est les bases? C'est bien mâcher, parce que plus je travaille au niveau de la bouche, moins mon estomac et les organes en dessous vont avoir à travailler dur. C'est aussi manger dans un endroit calme, parce que si je suis dans un contexte stressant, alors nécessairement, ma digestion va être réduite. Parce que le stress et la digestion sont ce qu'on appelle des antagonistes. C'est-à-dire que de la même façon que je ne peux pas inspirer et expirer en même temps, je ne peux pas stresser et digérer en même temps. Et ensuite, en particulier si j'ai tendance à être ballonné, quel que soit ce que je mange, ou avoir des symptômes, quoi qu'il arrive, je veux simplifier mes repas, mais les garder nutritifs. Donc je vais donner un exemple, et garder à l'esprit que ce n'est qu'un exemple. Je sais que quoi que je dise, il va y avoir quelqu'un dans les commentaires qui va faire une remarque. Il faut savoir que l'alimentation, c'est quelque chose de extrêmement personnalisé et que n'importe quel aliment peut causer des problèmes, suivant la personne. Dans le cas que je décrivais plus tôt, ce qu'on veut, c'est commencer à nourrir le corps, mais d'une façon qui reste extrêmement digeste. Donc si quelqu'un a vraiment une digestion compromise, on pourrait commencer avec un œuf mollet idéalement, et par exemple une pomme cuite. On peut éventuellement saler la pomme pour que ça fasse un sucré salé. Pourquoi le sucré salé? Déjà, ça apporte des minéraux si c'est du bon sel de mer, comme le sel de Guérande. Mais le salé sucré, ça permet vraiment de calmer le système nerveux. Pourquoi un œuf? Parce que ça apporte les protéines, les lipides et tout un tas de vitamines. Pourquoi la pomme? Parce que quand elle est cuite, déjà, elle est plus facile à digérer pour l'estomac. Et ça permet d'apporter les glucides nécessaires à cet apport énergétique. À nouveau, je le redis, ce n'est qu'un exemple, je n'ai personne en face de moi, donc c'est nécessairement générique, mais c'est pour vous donner une idée des choses qu'on peut faire pour se sortir d'un cercle vicieux comme ça. On peut éventuellement considérer des enzymes digestives, le temps de requinquer tout ça, car ça permettra au corps d'assimiler un minimum ce qu'on mange, donc combler les carences, et pouvoir permettre de relancer la machine digestive, si vous voulez. Néanmoins, je n'aime pas donner de recommandations génériques comme ça, car je n'ai pas assez d'informations sur la personne devant moi. Et bien évidemment, il faut garder à l'esprit que les compléments alimentaires ne remplacent pas le reste.
Autrement, le jour où j'arrête les compléments alimentaires, les symptômes reviennent. Maintenant, j'aimerais parler de relaxation, de respiration et de mouvement. 3 points essentiels. La relaxation permet de ne pas allouer autant d'énergie à la tension et de plutôt la rediriger vers la réjuvénation. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a beaucoup de tension mentale, beaucoup de vigilance, comme je la décrivais plus tôt, ça a tendance à créer un effet miroir avec une tension dans le corps. Donc ça peut être intéressant de pratiquer tout au long de la journée, quand on y pense, de la relaxation. Scanner, c'est est-ce que je suis tendu? Est-ce que je suis tendu autour des yeux, au niveau de la mâchoire, de la nuque, des épaules? Et ça permet de prendre conscience de ce qu'on a tendance à faire et ça permet d'informer aussi notre travail émotionnel dont j'ai parlé plus tôt. La respiration est bien évidemment un aspect clé dans la relaxation. Si je respire calmement, j'ai tendance à être calme, mais c'est aussi un élément essentiel dans la production d'énergie cellulaire. Respirer plus lentement et par le nez permet d'augmenter l'oxygénation des cellules et donc potentiellement la production d'énergie cellulaire. Parce que même si je mange comme un professionnel de la nutrition, si je n'ai pas une oxygénation des cellules correcte, mes cellules sont incapables de produire de l'énergie. Enfin, le mouvement permet de faire circuler la lymphe, donc d'évacuer potentiellement les toxines, de faire circuler le sang, donc d'alimenter les cellules, et de faire circuler le chi, donc la force vitale du corps. Psychologiquement aussi, ça permet de sortir de la stagnation, de se désembourber un petit peu, de sortir de la léthargie. Donc pourquoi est-ce que j'ai combiné la relaxation, la respiration et le mouvement en une partie? Parce que le Qigong, que certaines personnes en français appellent le Qigong, ce qui est assez marrant, je crois qu'en mandarin, on prononce plutôt Qi Ku. C'est une gymnastique douce qui combine ces 3 éléments et dont je suis très fan. J'aurai très prochainement des vidéos qui vous introduiront au Qigong sur cette chaîne, mais je vous invite à explorer ça par vous-même. Bien évidemment, un facteur que je n'ai pas encore mentionné, c'est le sommeil. Pour cela, je vous redirige vers la vidéo sur le sujet. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais partager cette réflexion avec vous. Comme quoi, peut-être qu'on est fatigué parce qu'on en fait simplement trop. La société dans laquelle on vit nous pousse, directement ou indirectement, à en faire toujours plus. Soit on travaille plus, soit on fait plus de sport, soit on en fait plus parce qu'il faut être social, il faut sortir le soir, donc on sacrifie notre sommeil. C'est toujours plus, plus, plus. Si nos niveaux d'énergie, c'était comme gérer un compte bancaire, c'est-à-dire qu'il faut équilibrer les recettes et les dépenses pour ne pas finir endetté, eh bien, si on regarde les choses comme ça, on se rend compte qu'on a tendance à toujours dépenser de l'énergie. On ne se ressource jamais. Et donc peut-être que cette fatigue, c'est juste un message, un tendre message de la part de notre corps qui nous dit peut-être que tu en fais trop par rapport à l'énergie que tu as, donc peut-être qu'il faut juste que tu ralentisses. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans ma vie, à chaque fois que j'ai été fatigué, ça m'a donné l'opportunité de regarder mon mode de vie, mon rythme de vie surtout. Est-ce que je fais vraiment les choses qui me plaisent ou est-ce que je me force à en faire plus parce que j'essaye de suivre le rythme de tout le monde, suivre le rythme de la société, suivre un rythme que je m'imagine est normal ou bien est-ce que je fais vraiment les choses pour moi, à mon rythme et est-ce que je respecte les cycles de mon corps? Ça m'a beaucoup appris que ce soit sur moi, sur mon corps, sur mon alimentation, sur mes émotions ou tout simplement sur l'humilité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. L'idée de la thématique m'est venue d'un commentaire de l'un d'entre vous, donc je vous invite à continuer de laisser des commentaires, je les lis tous même si je ne réponds pas tout le temps. Un grand merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.